Alors, pour faire une introduction, pour voir le contexte un peu politique des choses. Donc, les règles budgétaires telles qu'on les connaît actuellement, elles ont pris leur naissance dans les années 90, avec les critères de Maastricht, avec le pacte de stabilité et de croissance. Et dans les années 90, comme vous le savez peut-être, il y a, depuis les années 90, et avec l'avènement de la zone euro, pardon, il y a quelque chose qui doit apparaître chez vous là, mais je vais faire partir ça. Il y avait un accent sur des critères structurels. Donc le déficit ne doit pas dépasser 3% du PIB chaque année et les dettes, si elles sont supérieures à 60% du PIB, les dettes publiques doivent diminuer peu à peu pour se rapprocher des 60% du PIB. Dans les années 2000, on a voulu faire des règles plus intelligentes en introduisant des critères de solde structurel. Alors, économiquement, ça fait plus de sens. Il y avait aussi évidemment une opportunité politique et aussi une contrainte politique, c'est qu'en 2004 c'était en 2004, je crois, en 2004 et en 2005, il y avait un ralentissement en Europe et donc les critères nominaux des 3% ne pouvaient pas être respectés par certains pays et par certains des grands pays, en particulier la France et l'Allemagne. Et donc, la Commission avait proposé des procédures de sanctions contre la France, des procédures pouvant mener à des sanctions, pas proposé de sanctions encore, mais des procédures pouvant mener à des sanctions pour la France et l'Allemagne. Du coup, la France et l'Allemagne s'étaient mis d'accord pour dire les règles ne font pas beaucoup de sens, et donc il faut introduire des critères de solde structurel, ça veut dire par exemple ce qui veut dire de déficit ajusté des effets de cycle, ce qui veut dire que si on est en ralentissement important, il est normal d'avoir un déficit de plus de 3%, par exemple. Et par contre, si la situation économique va bien, il est normal d'économiser et donc d'avoir un déficit très faible ou même des excédents. Mais on va dire que ça arrangeait bien la France et l'Allemagne à l'époque parce qu'eux-mêmes étaient sous le risque de procédures européennes. Donc c'est un peu changer les règles en cours de route, mais c'est un peu ce qui s'est passé toujours depuis l'historique des plus de 20 ans ou près de 30 ans des règles budgétaires du cadre actuel au niveau européen. Donc, on a introduit des règles de solde structurel, des règles un peu compliquées. Il y a des objectifs spécifiques au pays qui prennent en compte la soutenabilité, la viabilité des finances publiques à long terme. Et donc, il y a des cibles, il y a des objectifs budgétaires à moyen terme en termes structurels et que les pays doivent s'en rapprocher pour que les finances publiques soient viables à long terme. Donc, ça devient un petit peu plus compliqué. Et en 2008, donc quelques années plus tard, la crise éclate, la crise financière. Là, on a eu un problème, on a vu assez vite qu'il y avait un problème parce que pour certains pays du Sud, les indicateurs qu'on venait d'introduire quelques années avant de solde structurel étaient plutôt bons, en particulier pour l'Espagne et l'Irlande. Ils étaient bons. Et pourtant, la situation budgétaire s'est très vite dégradée. Alors que normalement, le solde structurel, c'est la structural balance en anglais, on l'avait précisément introduite pour prendre en compte des situations de long terme. Donc là, on a eu un problème. Alors évidemment, il y a eu pas mal de travaux faits sur les mesures de l'output gap, par exemple, et donc sur la mesure du potentiel de croissance, puisqu'on s'était trompé sur la mesure du potentiel de croissance, enfin de la croissance potentielle. Mais on s'est rendu compte aussi qu'il y avait eu des bulles et donc qu'il y avait eu des bulles qui avaient généré pas mal de revenus, par exemple des bulles immobilières, donc des revenus fiscaux supplémentaires. Par exemple, on verra ça en plus en détail de façon économique, académique après. Et donc, les pays, il n'y avait pas d'indicateur pour voir si ces revenus étaient permanents ou pas, s'ils étaient structurels ou pas. Donc, finalement, on se trompait sur le PIB potentiel. Et les pays qui n'avaient pas d'indicateur pour voir si ces revenus étaient permanents se sont mis à les dépenser dans des dépenses parfois qui étaient elles-mêmes structurelles. Et quand la bulle a éclaté, ils ont dû couper même dans des dépenses structurelles, même dans des dépenses utiles, et finalement, ça a accentué finalement la crise. Donc, le fait qu'ils dépensent beaucoup plus alors que c'était des revenus temporaires, mais ça, personne ne le savait, nous non plus. Enfin, on ne l'avait pas, on n'avait pas d'indicateur pour le mesurer, et les pays non plus finalement.
Et quand la bulle a éclaté, ils ont dû couper tout très vite, et ce qui a accentué finalement la récession. Donc, ça nous a mené à la réflexion que finalement, il y avait peut-être un lien entre la situation budgétaire et la situation macroéconomique. S'il y a des bulles, par exemple financières, ou différents déséquilibres macroéconomiques. Donc, à partir de 2011-2012, on a introduit un nouveau suivi dans la gouvernance économique européenne. Donc, en parallèle du suivi des règles budgétaires, on a introduit un suivi macro, donc le suivi des déséquilibres macroéconomiques. Et ces deux piliers, que sont donc le suivi budgétaire et le suivi des déséquilibres macroéconomiques des pays, sont analysés de façon séparée. Ils sont analysés de façon séparée depuis, mais évidemment, il y a des liens entre les deux. Mais ils sont séparés parce qu'il y a eu toujours la volonté au niveau européen de se dire il ne faut pas qu'il y ait d'arbitrage politique entre les deux. Par exemple, un pays qui a des gros déséquilibres macro et des gros déficits et des grosses dettes publiques doivent corriger les deux. Ce n'est pas comme si l'un pouvait remplacer l'autre, parce que la situation est peut-être difficile. Mais alors, un peu après 2012, et en particulier entre 2012 et entre 2011 et 2014, on va dire, il y a des pays du sud de l'Europe qui sont revenus vers nous, donc par exemple l'Italie, l'Espagne, la Grèce, et qui nous ont dit à la Commission, on ajuste sur le plan macroéconomique, et sur le plan budgétaire, vous nous en demandez trop en parallèle. Alors, la Commission a répondu, mais nous, on n'est pas un organe politique, et vous devez faire les deux en parallèle, parce qu'il y a des risques de stabilité des deux côtés. Donc, vous dites, vous ajustez en même temps sur le plan macroéconomique vos déséquilibres, par exemple d'exportation, d'importation, de compétitivité, vous faites baisser, vous gérez les bulles et l'éclatement des bulles et l'endettement qui en est suivi. Et en même temps, vous devez gérer votre situation budgétaire. Et finalement, OK, c'est peut-être impopulaire de faire les deux à la fois, mais nous, on n'est pas un organe politique, finalement. Donc, on ne peut pas trop prendre position. On peut faire une certaine flexibilité parce que quand même, on voit que les gouvernements ne peuvent pas parfois aller plus loin, mais on ne fait toujours pas de mélange, finalement. Et les pays, on a eu plusieurs plaintes des différents pays, enfin plusieurs plaintes, plusieurs commentaires pour dire c'est pas seulement politique, c'est aussi économique finalement, parce que quand on fait l'ajustement macroéconomique nécessaire que vous nous demandez, qui est nécessaire, finalement on a moins de revenus. Parfois on a moins de revenus publics, donc objectivement, ça pèse sur la situation budgétaire, et même avec toute la bonne volonté du monde d'harmoniser de rendre plus rationnelles nos finances publiques, la situation qui est temporaire d'ajustement macroéconomique fait qu'on a moins de revenus. Donc, par exemple, l'Italie disait « vous nous en demandez trop ». Et nous, on a maintenant, les Italiens ont beaucoup amélioré leur balance commerciale, mais donc ils ont dit « mais nous, du coup, on a un creux budgétaire ». On va voir pourquoi après. On a un creux budgétaire parce qu'on a moins de TVA, en fait. Et donc, vous devez prendre ça en compte, parce que nous, on veut bien faire des réformes des retraites, on veut bien faire des réformes différentes, systématiser les dépenses publiques, les rendre plus ciblées, plus efficaces, mais en même temps, si on a ça, vous devez le prendre en compte. Ce n'est pas comme si on ne respectait pas les règles de façon volontaire. Donc, et on n'avait pas d'indicateur pour ça. Donc, pour nous, on disait oui, on comprend. On avait donc les plaintes d'un côté, par exemple, de l'Italie, et de l'autre, on avait les plaintes de l'Allemagne pour dire la Commission, vous ne faites pas grand-chose parce qu'il y a des situations dans les pays du Sud qui sont dangereuses à terme pour la zone euro. Et là, ça va un peu mieux que pendant le pic de la crise. Donc, en 2012, après 2012, on va dire en 2013, 2014, 2015, ça va un peu mieux. Et donc, c'est le temps de faire des buffers, de prendre un peu de marge pour la prochaine crise et de baisser les stocks de dettes publiques et privées. Donc, vous n'en faites pas assez, et vous n'en faites pas assez, c'est d'autant plus regrettable que vos indicateurs, vous-même à la Commission, indiquent que les pays du Sud ne sont pas dans les clous. Donc, on était un peu pris entre le marteau et l'enclume. L'Italie qui disait « oui, mais vos indicateurs ne marchent pas parce que nous, c'est trop ». Et l'Allemagne qui disait « vos indicateurs indiquent que la situation est dans le rouge et vous ne dites rien ». Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, parfait. On t'entend très bien, Edouard. D'accord. Merci. Et donc, on s'est engagé depuis 2019 dans une revue des règles de gouvernance économique européenne. Donc, on a revu parce que
5-6 ans après l'introduction de tous les traités, légalement, on doit revoir comment est-ce que les règles ont été appliquées et comment est-ce qu'on pourrait améliorer le cadre des régulations des directives européennes ou de nouveaux traités. Donc, on s'est engagé dans la revue des règles de gouvernance économique et que l'on a publié en début février de cette année, et je vous incite à aller voir les différents documents. Et donc, cela ouvre un débat vers une réforme des règles. Donc il est possible qu'il y ait une réforme des règles budgétaires d'ici, dans un avenir, on va dire, on espère proche, et une réforme de façon plus générale de la gouvernance économique européenne. Donc, une réforme qui prendra en compte ces aspects, ça veut dire finalement on n'a pas pu, même avec des indicateurs structurels, qui normalement font plus de sens que des indicateurs nominaux, on est un peu, on n'arrive pas forcément à voir l'impact de bulle, l'impact de déséquilibre macroéconomique sur la situation budgétaire. Et on a vu en 2008 que ça pouvait être très important finalement, enfin, entre 2008 et les années d'après. Et puis, on a une autre piste d'approche, c'est comment favoriser l'investissement, parce qu'on veut favoriser une croissance qui se tourne plus vers une croissance verte, une croissance plus digitale aussi. Mais comme les pays sont très endettés, comment est-ce que les pays peuvent quand même soutenir cette croissance? On voit que quand les pays sont en difficulté budgétaire, quand ils doivent ajuster, et d'autant plus quand on leur met une pression pour ajuster, quand on leur dit « vous ne respectez pas les règles, on va vous ouvrir une procédure », les pays ont tendance à couper l'investissement, ce qui est le pire peut-être. Donc la première chose qu'ils font, c'est ne coupent pas forcément d'autres dépenses, parce que c'est impopulaire, parce qu'il y a des élections toujours bientôt dans quelques pays, mais ils coupent l'investissement qui est moins visible pour l'électorat. Donc, et en coupant l'investissement, c'est un peu la pire des dépenses qu'ils doivent couper, enfin qu'ils peuvent couper. Donc, les réflexions portent aussi sur comment un peu isoler les dépenses. Alors, pas en faire une règle d'or, une golden rule, pour dire que les dépenses d'investissement ne comptent pas, parce que sinon on peut aller dans le mur et ça peut être dangereux, mais pour favoriser le fait que les pays réallouent leurs dépenses, mais gardent les dépenses qui soient les plus favorables pour leur croissance potentielle de long terme. Donc ça, c'est le contexte politique un petit peu. Et on va se tourner vers la partie plus académique, donc cette étude en particulier. Je dois comme ça. Donc en particulier, comment est-ce que attendez, oui. Donc de quelle façon est-ce que les déséquilibres macroéconomiques peuvent affecter les résultats budgétaires? Donc, et comme je l'ai énoncé, avant la crise, juste avant la crise de 2008, plusieurs États européens avaient expérimenté, enfin, avaient connu une montée de leur déséquilibre macroéconomique, donc dans les années 2000, donc depuis l'avènement de l'euro. Donc, avec des déficits de balance courante qui se sont accumulés dans les pays périphériques, en particulier du Sud, avec une croissance du crédit, une forte croissance du crédit, et avec, par exemple, des bulles immobilières. Et en se créant, ces déséquilibres macroéconomiques ont généré des revenus temporaires importants et que les gouvernements ont dépensés en l'absence d'instruments veillant à détecter leur nature transitoire. Donc, je répète un petit peu, hein, mais de façon un petit peu plus académique. En particulier, il y a eu quelques papiers de recherche. Donc là, on se tourne vers la recherche. Après la crise, en particulier de Béatrice et Lane, et qui avait dit que finalement, l'impact budgétaire, par exemple, de cycles financiers, devrait être mieux pris en compte et incorporé dans les règles budgétaires, mises en place au niveau européen. Donc, finalement, on avait les 3%, qui était un critère nominal. On avait les critères de déficit structurel, mais ça ne prenait l'output gap l'effet cyclique que l'on visait à isoler
via le solde structurel ne prenait pas en compte d'autres types de cycles, en particulier les cycles financiers, qui ne sont pas directement liés au PIB. Donc ensuite, il y a eu la mise en place du suivi macroéconomique, et certaines études ont visé à mesurer l'impact. Depuis 2012, certaines études académiques ont visé à mesurer l'impact de ces déséquilibres macroéconomiques sur la situation budgétaire, mais en général, elles n'ont pas été trop concluantes. Et pourquoi ? Parce que simplement, bon, alors il n'y avait pas forcément d'échantillons si importants, et de taille d'échantillons si importants, mais en particulier, il y a pas mal d'endogénéité et il y a pas mal d'effets de compensation. Ça veut dire, par exemple, quand un pays a des revenus temporaires importants, liés à des bulles, par exemple, à une bulle immobilière ou à beaucoup d'importations qui arrivent, et ça fait beaucoup de TVA, donc un boom de la consommation. Il y a beaucoup d'importations et ça fait beaucoup de TVA, par exemple. Eh bien, les gouvernements, ils réagissent à ces revenus temporaires, et donc soit ils les dépensent, et c'est surtout ce qui s'est passé avant la crise de 2008, donc soit ils les dépensent, soit ils prennent la décision de baisser leurs recettes. Ils font des réductions de taxes. Donc, c'est une forme de dépense aussi, mais c'est plutôt une moindre recette. Donc, il y a des interactions compliquées, mais à la fin, en essayant de mesurer l'impact des déséquilibres macroéconomiques sur le solde structurel, donc même corrigé du cycle, les études ne sont pas toujours concluantes, à cause précisément de ces réactions gouvernementales qui finalement utilisent ces surplus de recettes. Alors, et c'est d'autant plus difficile, et les études sont d'autant moins concluantes, que parfois, les systèmes fiscaux des pays ont des délais. Par exemple, il y a une bulle sur un an, une bulle immobilière, mais par exemple, les revenus générés à partir de cette bulle immobilière vont générer des taxes les années d'après, et parfois avec pas mal de décalage. Et donc, à comparer dans un panel entre 28 ou 27 pays de l'Union européenne, c'est d'autant plus compliqué à cause de ces délais. Donc finalement, notre chapitre essaie de prendre en compte au moins les endogénéités. Et pourquoi est-ce que la Commission a été bien placée pour faire cela ? Eh bien, c'est simplement parce que la Commission est en contact avec les pays et donc a accès à une connaissance fine des mesures discrétionnaires prises par les pays. Ça veut dire que finalement, s'il y a des revenus temporaires importants liés aux bulles, nous, on sait ce que les pays nous disent et on a une base de données. On a une base de données en partie publique d'ailleurs. On a une base de données à la fois publique et à la fois des sources administratives à l'intérieur de la Commission qui permettent de voir en détail ce que les pays ont pris comme mesures. Donc, je reprends, quand il y a des bulles et des revenus temporaires importants, on est en contact avec les pays et donc on peut savoir les mesures qu'ils ont prises en réaction à ces bulles, les mesures discrétionnaires. Ça veut dire, par exemple, s'ils ont baissé des taxes sur ceux qui avaient des emprunts immobiliers, s'ils ont baissé des taxes sur les entrepreneurs, etc. Ou bien s'ils ont augmenté leurs dépenses de façon discrétionnaire. Donc, en isolant l'impact de ces mesures discrétionnaires, donc des lois passées en cours d'année par les gouvernements, on peut vraiment voir l'effet direct des déséquilibres macroéconomiques sur les indicateurs budgétaires. Donc, sans que ce soit pollué, finalement, par les réactions des gouvernements. Donc, on va commencer cette présentation, et je vais essayer d'aller plus vite après, par certains concepts et la littérature et les données utilisées. Ensuite, on va vraiment passer au cœur dans l'évaluation des effets budgétaires des développements macroéconomiques et des déséquilibres macroéconomiques. Et ensuite, on va passer à des exemples pour voir que finalement, ces effets peuvent être assez importants et que prendre en compte
isoler les effets finalement de l'impact de bulles, l'impact de déséquilibre et de leur éclatement potentiel peut changer l'image que l'on se fait de certains indicateurs budgétaires. Et c'est important aussi dans une perspective future, parce que finalement, si on a le solde structurel et si on sait qu'il y a des bulles, si on pense que les bulles vont éclater à un moment, on sait que cela va générer, par exemple, beaucoup de moindres recettes ou beaucoup de recettes supplémentaires, et ça change l'image que l'on a du solde structurel actuel, donc de la viabilité des finances publiques actuelles. Alors, les concepts et la littérature. Les déséquilibres macroéconomiques peuvent avoir... Pardon, il y a des choses qui apparaissent sur mon écran. Les déséquilibres macroéconomiques peuvent avoir un impact sur les résultats budgétaires à travers 3 canaux principaux et qui sont schématisés de façon simplifiée ici. D'abord, via des effets de croissance. Finalement, des effets de croissance potentiels ou via l'output gap. Donc, les effets cycliques via l'output gap, on cherche à les isoler et à les lisser avec le solde structurel, c'est corrigé du cycle. Donc finalement, ce qui reste dans le premier canal, ce sont les effets de croissance potentielle. Finalement, on a une croissance potentielle, enfin, on a la croissance potentielle, et cela impacte finalement les revenus potentiels, les revenus sous-jacents et les dépenses potentielles, de façon mécanique finalement. Ensuite, on a des effets de politique discrétionnaire. Comme je l'ai brièvement énoncé avant, il y aura des répétitions un peu durant cette présentation, mais pour rendre ça plus digeste pour ceux qui ne sont pas spécialisés dans le thème. Donc, le second canal, ce sont des effets de politique discrétionnaire. Ça veut dire que le gouvernement passe des lois dans leur budget et souvent qui prennent en compte les revenus ou les revenus exceptionnels qu'ils peuvent avoir ou les dépenses exceptionnelles qu'ils peuvent avoir. Et finalement, il y a une troisième partie, c'est cette troisième partie que l'on veut mesurer, qui est une partie qui n'est pas liée, donc l'impact vraiment pur des évolutions macroéconomiques sur les résultats budgétaires. Je parle des évolutions macroéconomiques, mais pas le cycle. Là. Le cycle, c'est le canal de gauche, ça passe via le PIB, mais finalement, il y a beaucoup d'évolutions macroéconomiques qui ne passent pas par le PIB ou pas directement par le PIB. Une bulle financière ne se verra pas forcément tout de suite dans le PIB. Un boom de consommation qui mène à plus d'importations ne se verra pas forcément tout de suite dans le PIB. Un PIB constant, il peut y avoir beaucoup plus d'importations, et c'est ce que l'on a vu après la crise de 2008 dans certains pays. Donc il peut y avoir beaucoup plus de consommation, un boom de consommation, un boom d'importation. Il peut y avoir beaucoup plus de TVA à court terme, et finalement, ça ne se verra pas forcément directement via le canal du PIB, ni via le canal des politiques discrétionnaires. Donc, on sera un peu avec les indicateurs que l'on a tels qu'on les analyse, on sera un peu dans le flou. Alors, la littérature. Il y a une certaine littérature, mais qui a été très partielle finalement, et qui ont traité par exemple de déséquilibres externes. Donc, un peu comme je viens de le dire, il y a des papiers qui ont traité de ce qu'il advenait en cas de boom d'absorption. Donc, en cas de boom d'absorption, finalement, il y a beaucoup plus de consommation, donc beaucoup plus de TVA, finalement. Donc, finalement, un déficit qui se creuse en balance courante ou en balance commerciale reflète souvent une montée des importations, même à PIB constant, et ce boom génère beaucoup de TVA. Et quand les bulles éclatent, donc quand il faut corriger les importations, c'est ce que l'Italie a fait entre 2012 et 2015, quand il faut corriger sa balance commerciale ou sa balance courante, et bien finalement, il y a beaucoup moins de recettes, et donc ça creuse le déficit public. Donc ça, c'est pour les déséquilibres externes. Pour les déséquilibres internes, finalement, il peut y avoir un boom de crédit, c'est ce qui s'est passé dans les pays du Sud dans les années 2000. Il peut y avoir un boom de crédit, un boom de dette privée, donc de dette des ménages,
et un boom des prix d'actifs, et en particulier du prix de l'immobilier. Et le boom de crédit et de dette, le boom de crédit aux ménages ou aux entreprises, mais surtout aux ménages, le boom de dette des ménages fait que finalement, ils vont par exemple faire beaucoup plus de transactions immobilières. Le prix de l'immobilier va aussi monter, donc en valeur nominale, ça va aussi monter. Et finalement, il y aura beaucoup plus de recettes, parfois décalées dans le temps, mais il y aura beaucoup plus de recettes publiques. Effectivement, comme c'est un boom et comme c'est un boom immobilier, de la même façon que pour les déséquilibres externes, quand les déséquilibres internes éclatent, eh bien, ça fait beaucoup de moindres recettes et ça creuse la crise après. Donc ça, c'est pour le côté revenu public, recettes et recettes fiscales. Maintenant, du côté dépenses, les mêmes littératures, les mêmes papiers, mais il y a une littérature beaucoup plus élaborée dans le lien qui vous a été transféré, dans la publication donc. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de... Enfin, les études académiques confirment qu'il y a des biais procycliques. Ça veut dire que les pays, quand ils ont des revenus temporaires, les dépensent. Et quand les bulles éclatent, ils coupent tout, finalement. Donc, ils ont un biais procyclique, ce qui accentue la crise. Et en termes de dette, si on fait un peu la somme des deux et si on rajoute ce qui se passe sur le PIB, on voit que quand on prend un cycle complet de boom et de bust, donc un boom de déséquilibre externe ou interne et son éclatement, eh bien la dette a tendance finalement à monter sur le cycle. Donc finalement, c'est déstabilisateur pour la dette en général si on mélange l'impact de on a des revenus que l'on dépense, on a des dépenses, on a des dépenses finalement que l'on doit couper après. Et on a le PIB qui est avec une bulle au départ et qui monte un peu plus vite avant et qui a tendance à s'écraser après. Donc, sur un cycle, sur une sorte de cycle macroéconomique, finalement, on a une dette publique qui a tendance à augmenter massivement. Et c'est ce qui s'est passé finalement, si on voit par exemple entre 2008 et 2014, par exemple, on voit que les pays européens ont eu beaucoup plus de dettes qu'avant, finalement. Ou entre 2000 et 2000, plutôt entre 2000 et 2015, si on prend tout le cycle macroéconomique. Alors, pour cette étude, donc... Ah, attendez, alors, pour cette étude, on va voir plusieurs couches. On va estimer l'effet des déséquilibres macroéconomiques et des évolutions macroéconomiques sur des indicateurs budgétaires et on va parler en première différence. Donc, et on va faire cette étude en première différence. Alors, ça nous aide beaucoup parce qu'il y a des problèmes de non-stationnarité de série. Et puis, ça nous aide beaucoup aussi parce que comment mesurer finalement l'impact d'un déséquilibre macroéconomique sur des variables, sur des résultats budgétaires. Déséquilibre, ça veut dire, si on parle de déséquilibre, ça veut dire qu'il faut parler d'équilibre. Donc, estimer les différents équilibres sous-jacents pour chaque variable macroéconomique, ce qui est compliqué. Alors que de parler en différence première, finalement, ça simplifie les choses. Donc, il suffit de... Donc, on s'est restreint ici à voir finalement les évolutions macroéconomiques d'une année sur l'autre. Par exemple, en balance courante, par exemple, en balance commerciale, par exemple, en dette des ménages. Et donc, ce que l'on a vu finalement, ce que l'on a analysé, ce sont les variations annuelles dans des variables macroéconomiques et leur impact sur des variations annuelles de la balance courante ou du solde structurel, par exemple. Donc, on s'est focalisé sur des effets de court terme, ça veut dire sur des effets annuels. Donc, on ne prend pas forcément en compte des effets décalés sur plusieurs années. On a commencé avec la balance, avec le solde structurel ou le solde ajusté du cycle. Il y a une certaine littérature dessus. Mais comme dit avant par la littérature, on ne s'attend pas à grand-chose parce qu'il y a des effets de compensation et des effets qui contrebalancent
par exemple avec des effets de mesure discrétionnaires. C'est pour ça on a décomposé, donc là je passe à la seconde ligne, on a décomposé en plusieurs composantes, on a décomposé en revenus et dépenses, et on a décomposé en 3 composantes, la composante cyclique, qui est captée par les effets cycliques de l'output gap, par les effets de mesure discrétionnaires, et comme on est en lien avec les administrations, on a pu isoler cela, et l'effet qui reste, les windfall, et windfall shortfall, ça va être les effets des évolutions macroéconomiques sur les recettes ou les dépenses publiques. On s'est concentré sur les revenus publics parce que les dépenses sont beaucoup plus difficiles à mesurer, puisque finalement, les dépenses, il y a une grande composante discrétionnaire. Il y a une grande composante discrétionnaire du point de vue des gouvernements. Donc, on s'est concentré vraiment sur finalement l'effet des évolutions macroéconomiques sur les revenus publics. Est-ce qu'il y a des revenus exceptionnels, non attendus, ça va être des windfalls si c'est positif, ou des moindres recettes exceptionnelles, non attendues, au regard de l'évolution du PIB. Et ça, on va appeler ça des shortfalls. Et pour ces revenus, en particulier pour ces windfalls et ces shortfalls, on a fait une décomposition suivant le type de revenu, entre le personal income tax, donc les revenus personnels, le corporate income tax, donc les revenus des sociétés, la TVA, et j'ai beaucoup parlé de la TVA parce que c'est ce qui taxe directement les importations, les Social Security Contributions et finalement des non-tax revenus. Donc, et on va voir avec cette étude que finalement, il y a plusieurs canaux. Par exemple, il y a des effets, il y a une bulle. Alors, il y a des effets sur la TVA, comme je l'ai dit, via plus d'importations, mais il y a aussi des effets de revenus, parce que parce que les individus, par exemple, ont plus de revenus. Donc, ils ont plus de revenus, ils consomment plus, ils s'endettent plus, mais ils ont aussi plus de revenus. Et donc, leur personal income tax est plus importante, elle est taxée par l'impôt sur le revenu de façon plus importante. Donc, il y a des canaux qui ne sont pas complètement, qui ne sont pas monolithique. Il y a des canaux qui peuvent être imbriqués. Et ce que l'on peut voir finalement en faisant cette décomposition selon la source de revenus, que l'on a elle-même décomposée en aspect cyclique, que l'on isole. Donc, on peut isoler l'effet de l'output gap sur chacune de ces composantes de revenus. Sur l'effet des politiques discrétionnaires, à cause une nouvelle fois des bases de données que l'on a, des bases de données internes à la commission que l'on a, et puis, comme ça, on a ce qui reste, ce sont les impacts macroéconomiques, les impacts des variables macroéconomiques sur ces sources de revenus. Alors, je vais passer assez vite sur cette slide, mais finalement, on définit, pour entrer dans les définitions, les définitions et les calculs sont présentés aussi dans la publication. Donc, finalement, à partir du déficit, enfin, à partir de la balance ajustée du cycle, on corrige cette balance ajustée du cycle, donc ajustée des effets cycliques liés à l'output gap. On le corrige par les mesures discrétionnaires, donc ça, par les mesures gouvernementales. Donc ça, ce sont les différents calculs que l'on fait, mais je ne vais pas passer trop de temps dessus. Juste, les formules sont là, ou bien les formules sont aussi dans la publication. Les sources de données, pour faire cela, il y a plusieurs sources. Il y a des sources internes à la commission, il y a des sources sur les discretionary revenue measures, donc c'est là où on est en lien avec les pays pour cela, et aussi discretionary tax measures. On a utilisé plusieurs sources de données, et vraiment on a cherché à avoir tous les liens que l'on avait avec les pays, les ministères des finances des différents pays pour faire ces bases de données. On a comparé ça bien sûr avec des données publiques que l'on a, avec des sources de données que vous pouvez trouver vous-même sur Ameco, mais simplement il n'y a pas sur les sources Ameco, il n'y a pas tout le détail que l'on peut avoir dans les sources internes. Donc après, il y a des sources de données pour les données macro, mais ça, ce sont des données, par exemple, balance commerciale, balance macroéconomique, et toutes les variables macroéconomiques que l'on utilise pour détecter finalement les déséquilibres macroéconomiques, on les a toutes utilisées, et on en a même utilisé plus. On a utilisé celles qui étaient présentes dans la littérature. On a vraiment fait des tests, vous allez voir, on a fait beaucoup de tests pour voir quelles variables macroéconomiques comptaient.
Donc, on a utilisé beaucoup de sources, mais les sources macro, elles sont publiques. Là, vous pouvez tous y avoir accès. Et on a aussi visé à contrôler les régressions en panel que l'on va faire via des variables d'économie politique. Ce sont celles qui sont présentes dans la littérature. Donc ça, je vais passer sur cette slide, mais cette slide explique qu'on a utilisé des variables et des données internes à la Commission européenne et que finalement, elles se recoupaient relativement bien, même si ce sont des sources administratives qui ne sont pas validées par Eurostat, donc pas validées sur le plan statistique. Elles se recoupent bien avec les données validées par Eurostat et les données en particulier d'Ameco, et les données qui sont validées, qui sont publiques. Elles se recoupent, ça veut dire que si on veut, si on veut voir finalement si les sources administratives que l'on a font du sens, on a essayé de les recompiler par rapport aux données macro que l'on a, et finalement ça marche assez bien. Il y a une corrélation de 70% par exemple, il y a une corrélation de 80%. Et pour les pays où ça ne marchait pas, je pense le Danemark par exemple, ils ont été exclus de l'étude. Ces mesures discrétionnaires, on voit ici qu'elles peuvent être importantes en pourcentage du PIB. Ça veut dire que finalement, il est important de les isoler pour voir l'effet vraiment direct des évolutions macroéconomiques sur les variables budgétaires. Donc, elles peuvent être importantes et parfois, vous voyez, sur les points bleus, elles peuvent être positives ou négatives. Mais parfois, c'est 3% du PIB. Parfois, donc, en moyenne, c'est proche de zéro parce qu'il y a toujours des pays qui prennent des mesures qui creusent le déficit et d'autres pays qui prennent des mesures qui baissent le déficit. Elles sont un peu positives quand même, en particulier après la crise, pour faire un soutien à l'économie, mais en général, il y a quand même, ça veut dire que ça peut être important et ça explique complètement le fait que la taille de ces mesures ait vraiment pollué les études d'avant qui voyaient juste le lien entre évolution macroéconomique et solde structurel. Et nous, on a pu aller plus loin et c'est ça la valeur ajoutée de cette étude. Donc, passons dans le vif du sujet avec les régressions. Les régressions, ce sont celles-là. Donc, finalement, j'ai perdu ma page ici. Donc, on cherche à analyser la variable de gauche, ça va être les windfall revenues ou les shortfall revenues, donc les revenus dits exceptionnels. Et on les explique, donc c'est W, on est en panel, et c'est W. Et on les explique par les revenus exceptionnels des années d'avant. C'est le terme avec le rho. Ensuite, X qui sont des différentes variables de contrôle, que l'on trouve dans la littérature. Mais nous, on est surtout intéressé par ce bêta, delta, MT, ça veut dire les évolutions macroéconomiques de l'an dernier. Par exemple, s'il y a eu beaucoup plus de creusement de la balance commerciale ou s'il y a eu des évolutions de la dette des ménages, donc qui reflètent une bulle peut-être ou plus de transactions immobilières. Est-ce que ça a influencé W? Est-ce que ça a influencé les revenus ou les revenus exceptionnels, qu'ils soient positifs ou négatifs, les revenus publics exceptionnels? Donc, on est intéressé par ce bêta, surtout. Et le reste, ce sont des variables de contrôle. Donc, on a fait beaucoup de tests, finalement. On a fait beaucoup de tests et de traitements statistiques, mais je vais passer sur ça parce que pour ne pas être pris par le temps à la fin. Donc, des tests de stationnarité, si les résidus sont autocorrélés, des tests si le panel doit être dynamique ou non, des tests d'endogénéité et de causalité. Et on a trouvé justement que l'endogénéité et la causalité inversée étaient beaucoup moins importantes que dans les études d'avant, qui prenaient juste le solde structurel comme variable de gauche, donc où tout était pollué finalement par les réactions gouvernementales, par les lois passées par les lois discrétionnaires. Alors, on a fait les étapes que l'on a faites.
En fait, on a beaucoup de modèles possibles. Pourquoi on a beaucoup de modèles possibles? C'est parce que, je reviens brièvement à la régression, ce bêta, delta, MT, finalement, on ne peut pas mettre énormément de variables dedans, macro. Et quelles variables macro choisir? Est-ce que c'est, par exemple, la balance courante? Est-ce que c'est le déficit? Est-ce que c'est la balance commerciale? Il y a beaucoup d'autres variables hein, dans le scoreboard. Je vais parler un peu en franglais, mais c'est le terme officiel. Dans le scoreboard, dont la Commission dispose pour évaluer si un pays a des déséquilibres macroéconomiques, il y en a, je pense, 12 ou 14. Il y a des indicateurs secondaires, il y en a une trentaine en tout. Il y a d'autres indicateurs qui ne sont pas dans le scoreboard, mais qui ont pu être présents dans la littérature. Alors, on ne peut pas mettre 30 variables. Il y aura des problèmes d'autocorrélation, il y aura différents problèmes, il y aura des problèmes d'identification aussi. Donc finalement, il y a beaucoup de modèles possibles et quel modèle choisir? Donc finalement, on a fait une analyse systématique pour identifier les meilleurs modèles. Donc la variable de gauche, c'est toujours les windfalls, donc ces revenus exceptionnels que l'on a isolés. On a isolé les effets de cycle et on a isolé les effets des politiques discrétionnaires, je répète. Et finalement, pour les variables de droite, et en particulier les variables macroéconomiques, ce MT, on a fait tourner tous les modèles possibles à travers toutes les variables que l'on avait, qui étaient jugées pertinentes, et en faisant une contrainte, c'est que l'on sélectionne une variable des déséquilibres externes et une variable des déséquilibres internes, pour voir lesquelles des deux variables, quelle combinaison des deux variables avait l'effet le plus explicatif sur ces windfall revenus, sur ces revenus exceptionnels. Donc, on a fait beaucoup de combinaisons. Au début, on avait pris 3 catégories de déséquilibre macroéconomique, externe, interne et en prix. Après, on s'est restreint à 2 parce que pour la variable des prix, c'était moins significatif. Et voilà les résultats que l'on a. Donc, on a fait ça. On a fait, avec des programmes personnels, enfin, ça veut dire avec des programmes ad hoc. On a fait aussi avec, parce que vous allez tout de suite dire pour ceux qui s'y connaissent, il y a des Bayesian Model Averaging que l'on a fait aussi. Donc, on a vraiment fait à la main pour voir ce qui se passait, enfin à la main informatiquement pour voir ce qui se passait. Et on a validé ça par des méthodes plus statistiques. Alors, ce qui se passe, c'est que finalement, pour les déséquilibres externes, finalement, les évolutions des balances courantes, de la balance courante et des balances commerciales et de la performance à l'exportation sont très significatives dans tous les modèles finalement et dans toutes les combinaisons possibles. Donc, ça explique vraiment, c'est vraiment significatif, le bêta 1 associé au déséquilibre externe du bêta delta M c'est très significatif pour expliquer les revenus exceptionnels qu'un pays peut avoir. Et pour les déséquilibres internes, c'est la dette privée, finalement, qui est mixte, pardon. En tout, il y a des variables assez mixtes, mais la dette, en tout, pardon, il y a des variables assez mixtes, mais la dette privée, la dette des ménages est de façon est consistante et significative de façon très régulière et la plus significative possible. Donc finalement, on a été amené à prendre la balance commerciale et la dette des ménages comme M pour le delta M, de voir l'évolution de la balance commerciale et l'évolution de la dette des ménages pour expliquer, dans notre modèle principal, pour expliquer les revenus exceptionnels. On a fait des tests de significativité, de robustivité. Je perds mes termes anglais, pardon. Je perds mes termes français, pardon, parce que je travaille en anglais depuis longtemps. Mais donc, on a fait plein de tests de robustesse et cela a servi à les faire pour voir si les résultats étaient cohérents, mais finalement, c'est assez cohérent. Mais donc, dans le modèle principal que l'on a pris, on a visé à expliquer les revenus windfall, les revenus exceptionnels ou les moindres recettes exceptionnelles par la balance commerciale, par l'évolution de la balance commerciale et par l'évolution de la dette des ménages. Donc ça, ce sont d'autres tests que l'on a fait. On a fait aussi donc des analyses systématiques statistiques avec des Bayesian Model Averaging. Et donc là, les résultats du modèle principal,
Donc, les colonnes de gauche, les deux colonnes de gauche, ce sont les résultats que l'on a fait pour les windfall revenues, donc ce que l'on cherche à expliquer. Et la dernière colonne, la colonne de droite, on a mis comme variable à expliquer, comme variable à gauche des régressions en panel, on a mis la structural balance pour voir ce qui se passait quand même, sachant que les études trouvent qu'il y a moins d'effets à cause de ces effets de contrebalancement. Mais concentrons-nous d'abord sur les deux colonnes de gauche. On voit finalement que l'évolution de la balance commerciale et l'évolution de la dette des ménages sont significatives pour expliquer les revenus exceptionnels, les revenus budgétaires exceptionnels durant une année donnée. Donc, une amélioration de la balance courante, par exemple, une évolution de la balance courante. J'espère que rien n'a sauté. Pardon, une seconde. Édouard, j'en profite juste pour te signaler qu'il est 13h50, donc il te reste à peu près 5 minutes pour la présentation. Oui, ça va aller à peu près, je pense, parce que si j'arrive à retrouver ces slides. En parallèle, parce que chez moi, c'est un peu disparu. Bon, je vais continuer comme ça. Donc, on voit finalement que l'évolution de... Est-ce que vous voyez, il n'y a pas de ligne? C'est bon là, vous voyez bien les slides? Bon. On voit, oui, on voit les slides, c'est bon. Donc, ils ont un effet significatif finalement sur les revenus exceptionnels et un effet très significatif. Et quel que soit finalement le modèle choisi, que ce soit du LSDV ou bien du GMM. Donc, finalement, voilà, ça, c'est ce que je viens de dire. Alors, si on se tourne maintenant vers le solde structurel, on voit quelque chose de particulier. Ça veut dire que l'impact de delta de l'output gap a un effet très significatif et négatif sur le solde structurel, ce qui est curieux parce que le solde structurel, normalement, devrait isoler l'impact de l'output gap, mais cela signifie bien que finalement, des windfall revenus, des revenus exceptionnels, peuvent générer des augmentations souvent permanentes dans les dépenses des pays ou des baisses de taux de taxes. Donc finalement, ce moins 0,277 corrobore le fait que les pays réagissent aux windfall revenus, aux revenus exceptionnels, en dépensant plus ou en baissant leur taux de taxes. Et finalement, on a fait des tests de significativité, de robustesse, pardon, et on trouve que finalement, on trouve à peu près les mêmes résultats. Si on va par composante de revenus, on peut voir finalement que voilà, ça passe beaucoup. L'impact de l'évolution de la balance commerciale et de la dette publique et de la dette des ménages passe beaucoup par la TVA et passe beaucoup par les personal income tax. Donc, il y a des effets de richesse. Il y a un boom, il y a une bulle. Donc, ça va de pair avec une bulle immobilière, par exemple, avec beaucoup d'importations aussi. Mais il y a aussi des effets de richesse qui bénéficient aux ménages. Et ça fait plus de revenus. Ça fait beaucoup plus de revenus, il y a des effets de richesse et qui créent des revenus exceptionnels pour les pays et que les pays ne considèrent pas toujours comme temporaires. Donc, on passe finalement à des illustrations. Qu'est-ce que l'on ferait finalement si on voulait corriger les résultats budgétaires, par exemple le solde budgétaire, non seulement par les effets cycliques, donc par les effets de l'output gap, mais également par ces effets macroéconomiques. Donc, pour avoir non pas un solde structurel, mais un solde structurel et corriger des évolutions macroéconomiques. Donc, cela, en fait, ça viendrait à corriger la formule et à créer une sorte de MAB, finalement, de macro imbalance adjusted balance. Donc, on prendrait le CAB.
le cyclically adjusted balance, donc le solde structurel finalement, le solde ajusté du cycle, de l'output gap, mais qu'on corrigerait par les impacts de l'évolution de la balance commerciale et de l'évolution de la dette des ménages sur les revenus publics. Donc, pour cela, c'est là où on doit si on veut corriger par ces évolutions, il faut prendre en compte les équilibres, finalement. Parce que, finalement, je vais passer peut-être ça, parce que ça serait un peu compliqué de le présenter de façon succincte. Mais l'idée, c'est que, finalement, si on veut une sorte de MAB qui soit le reflet du CAB, mais en prenant en compte les déséquilibres macroéconomiques, il faut prendre en compte les déséquilibres macroéconomiques. Donc, pas seulement l'évolution d'une année sur l'autre de la balance commerciale, par exemple, mais en quoi est-ce que le déséquilibre de la balance commerciale a monté ou a descendu d'une année sur l'autre. Donc, le déséquilibre par rapport à un équilibre. Donc, on a vu pour cela, on a pris pour cela les hypothèses de la littérature sur ce que l'on appelait équilibre, par exemple, de la balance commerciale et de la dette des ménages. Et on a fait plusieurs tests. Voilà, et on a fait des simulations. Et ces graphes et ces figures mesurent la différence entre le CAB, qui est traditionnellement mesuré, donc c'est très proche du solde structurel. Le solde structurel, finalement, c'est la balance ajustée du cycle. C'est presque ça, parce qu'on corrige aussi de certaines mesures exceptionnelles. Mais en gros, le CAB, c'est le solde structurel. Et ce graphe présente la différence entre le CAB et le MAB, qui est donc le CAB corrigé des impacts budgétaires, des évolutions, des déséquilibres macroéconomiques. Finalement, pour l'Allemagne, on voit que depuis 2002, finalement, ils ont très fréquemment des valeurs négatives. Donc, finalement, ils ont eu des shortfalls. Donc, ils ont eu des moindres recettes depuis longtemps. Depuis très longtemps, ils ont des moindres recettes. Ça veut dire que la balance que leur solde structurel, que leur balance budgétaire, finalement, leur solde structurel est bien mieux que les chiffres apparents. Ça veut dire que finalement, ils ont consolidé massivement. Donc vraiment, en voyant cela, on peut aller parler aux autorités allemandes et leur dire, oui, vous êtes en excédent, mais en fait, vu vos évolutions macroéconomiques, vous avez consolidé encore plus que nécessaire. Vous avez vraiment contracté en dépenses publiques. Il est temps, par exemple, de faire plus d'investissements en Allemagne. Par exemple, c'est un message que l'on peut leur dire. Ça veut dire, finalement, oui, on a des indicateurs qui sont déjà… Vous dites que vous êtes à l'équilibre à peu près, par exemple, mais du fait de vos évolutions macroéconomiques et de l'impact que ça a sur vos finances publiques, en fait, vous devriez être en temps normal, si vous étiez à l'équilibre, vous devriez être en excédent massif. Donc, ça veut dire vous exagérez un peu peut-être, par exemple. À l'inverse, par exemple, pour l'Espagne, on voit là que finalement, avant la crise de 2008, il y a eu des valeurs positives. Donc, finalement, il y a eu des windfall revenus, beaucoup de revenus exceptionnels, mais vos indicateurs étaient bons, par exemple de solde structurel, mais en fait, ils n'étaient pas si bons parce que vous aviez beaucoup de revenus exceptionnels. Et si on prend ça en compte, ça aurait été finalement, vous auriez été en déficit assez important, en déficit structurel assez important, si on avait lissé ces effets macroéconomiques. Par contre, après 2012, c'est l'inverse. Ça veut dire, oui, vous avez raison, après 2012, vous avez consolidé, votre solde structurel était corrigé, mais finalement, il aurait été bien meilleur si on avait corrigé de ces effets. Donc oui, vous faites un effort massif après. Après 2012, vous avez fait un effort beaucoup plus important que ce qui est mesuré par nos données. Donc ça va dans les deux sens. Bon, mais donc ça peut être un peu différent. Et juste, mais j'en ai encore pour 3 minutes peut-être. Édouard, Oui, oui, parce que en fait, Édouard, excuse-moi, le temps passe là. Est-ce que tu peux j'en ai réussir encore pour 3 à minutes. terminer en J'en- 1 minute pour laisser les questions juste? Oui, en 2 minutes. Donc, Ok. il y a une mesure que l'on fait, c'est une mesure d'effort budgétaire que l'on suit dans le cadre de la surveillance, et qui est finalement un effort budgétaire, c'est l'évolution annuelle de la cyclically adjusted balance, donc de la balance ajustée du cycle, parce qu'on lisse les effets de cycle, et c'est vraiment l'effort que le gouvernement prend d'une année sur l'autre pour ajuster le solde structurel. Et si on prend en compte les impacts macro, finalement, on voit que ça pollue cette mesure. Donc là,
comme avant, finalement, on voit la façon dont les évolutions macro ont pollué cette mesure, puisque finalement, si un pays comme l'Italie, on va se focaliser sur l'Italie entre 2012 et 2014, ajuste macroéconomiquement, eh bien, en fait, il doit faire encore plus d'efforts pour corriger leurs variables dites officielles, telles que mesurées par la Commission. Et entre 2012 et 2014, on voit que finalement, ils ont eu des moindres recettes telles qu'ils ont consolidé de façon à 0,4-0,5 points du PIB en plus, et ce qui n'apparaissait pas dans les données. Ça veut dire que finalement, oui, ils avaient raison aussi. Ça veut dire qu'ils ont consolidé de façon extrêmement massive. Et les Allemands, par exemple, le gouvernement allemand qui disait « mais vos indicateurs pour l'Italie ne sont pas si bons en termes d'ajustement et d'efforts budgétaires », les Italiens disaient « mais on ne comprend pas, nous on fait tout, on coupe tout. On coupe tout sous la pression des marchés, mais aussi des règles budgétaires. » Et donc, on peut voir que là, oui, ils avaient raison, c'était 0,4-0,5 entre 2012 et 2014, c'était massif. Donc, voilà un petit peu, ça aide à comprendre un peu mieux la situation des pays, et même si ce n'est pas des indicateurs officiels, ça permettrait, dans le dialogue avec les pays, d'expliquer mieux finalement et de diminuer des tensions politiques aussi. Pour ce que dit l'Allemagne et ce que dit l'Italie, on dit oui, d'accord, au moins, voilà, au moins on peut trouver une explication rationnelle. Ce n'est pas juste la Commission qui fait n'importe quoi et qui joue un jeu politique. Donc, en Italie, avant 2008, il y avait des valeurs négatives ici, donc l'effort budgétaire était moins fort qu'avant, et c'était pareil pour la France, largement même. La France disait qu'ils faisaient un effort budgétaire, mais ce n'était pas le cas. C'était parce qu'ils avaient des évolutions macroéconomiques favorables, des évolutions macroéconomiques favorables. Après 2012, l'effort budgétaire italien était beaucoup plus important qu'avant, et ça c'est peut-être à prendre en compte dans un programme, dans ce que la Commission propose comme ajustement budgétaire. Je vais passer pour là peut-être, mais ça, je vais passer pour ça peut-être parce que ce sont des contrefactuels de dette. Donc, le but de cette étude, ce n'est pas d'introduire un nouvel indicateur parce que la surveillance, c'est déjà trop compliqué comme ça. Mais la prise en compte des déséquilibres macroéconomiques et des évolutions macroéconomiques pourra permettre de mieux comprendre les risques budgétaires, la situation budgétaire réelle d'un pays, la situation budgétaire sous-jacente et l'effort budgétaire d'un pays. Donc, la dette privée et la balance commerciale, ou ça serait pareil pour la balance courante, donnent des informations significatives et qu'il conviendrait de prendre en compte mieux finalement pour mieux comprendre la situation budgétaire des pays et ce qu'ils peuvent faire ou pas comme effort ou pas. Voilà, merci. Merci. Merci Edouard pour ta présentation. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions? Non, pas de questions? D'accord. Je reste disponible après pour des questions ou si mon mail peut être transféré, mais je reste disponible s'il y a des questions, bien sûr, s'il y a des questions ultérieures. C'était un peu vulgarisé parce que le thème est un peu aride et il y a plein de formules partout avec des sommes partout. Alors, ayant fait pourtant de la recherche en maths avant, je suis perdu dès que sur une slide, il y a plein de sommes et plein de choses comme ça. Donc, ça serait pas une honte que vous le soyez aussi. Donc, il y a une publication. Hein. Il y a une publication et je pense que le lien était dans le mail. Sinon on peut renvoyer le lien. Et sinon, je reste aussi disponible pour des questions en parallèle si vous êtes intéressé par le thème, par cette étude ou par le thème en général sur les règles budgétaires européennes. Merci Edouard pour ta présentation. Merci tout le monde pour avoir assisté à ce séminaire. Eh bien, je vous souhaite une bonne après-midi et puis on se retrouve dans 15 jours pour un prochain séminaire lunch. Merci encore une fois, Edouard. Merci beaucoup. Merci, Au revoir. merci à vous. Merci, au revoir.